Essent Drone, c'est le concept. Alors le concept des Drone, il est assez simple si vous arrivez à vous rappeler un peu de ce que font les étourneaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les étourneaux qui se déplacent en nuage. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se protéger des proies, les étourneaux, en fin de compte, s'agrègent en nuage, et ça permet de surcharger cognitivement le cerveau du prédateur. Et aussi, comment ils arrivent à obtenir cet agrégat cohérent et qui tient dans le temps, ils appliquent des règles simples au niveau local. C'est par exemple, un étourneau définit sa position en fonction des 7 voisins. Et ce qui est assez formidable, c'est que cette règle de déplacement, elle est obtenue sans aucun leadership. Alors ça perturbe des gens comme nous qui sont habitués à des modèles de leadership assez poussés. Mais en gros, n'importe quel étourneau peut définir une autre direction, mais il y a certaines règles. Donc c'est des règles simples, c'est de l'intelligence sociale qui induisent des comportements à l'échelle du nuage, quoi. Alors cette technologie de rupture, hein, vous le disiez, mais par contre, il y a d'ores et déjà des acteurs qui sont positionnés sur le sujet. On n'est pas seul en France à réfléchir là-dessus, quoi. Ah non, ça, en tout cas, oui. Par exemple, vous regardez, l'armée américaine investit massivement sur les essaims de drones depuis plus de 14 ans. Côté Chine, ça fait 6 ans. Et c'est un peu la genèse de notre démarche. C'est qu'on s'est aperçu qu'en Europe ou en France, on avait beaucoup de talent, beaucoup de science dans nos labos, pas mal de startups qui parlaient d'essaims de drones, des industriels qui étaient intéressés. Par contre, pas encore de retombées économiques, pas encore de faits techniques assez matures, et c'est un peu la raison d'être de Swarms. Alors Swarms, donc ce challenge, c'est accélérer le mouvement avec peu de moyens. Voilà, c'est que en gros, on vit dans un monde où effectivement on n'a pas, les industriels n'ont pas forcément des budgets infinis, mais par contre l'idée c'est d'apprendre la frugalité, parce que nous les industriels des fois on a du mal à faire des proof of concept accessibles, pas chers. C'est aussi amener un peu d'argent à des startups et des makers qui ont juste besoin d'un peu d'argent pour des fois faire un peu des démonstrations. Des labos scientifiques qui ont besoin de valoriser leurs propriétés intellectuelles, leurs algorithmes sur des plateformes et montrer que l'usage est pérenne. Donc en fin de compte, il y a une sorte de synergie entre des industriels, des startups, des makers, et c'est ça qu'on va chercher à faire. Et puis on se réfère un peu au projet Hyperloop. Oui. Si vous connaissez, quoi. C'est pas juste un concours, hein, très clairement. Voilà. Non, faut pas simplifier ça. Voilà. Non. C'est en gros l'idée. Voilà, c'est une démarche qu'on veut, c'est créer une dynamique. On peut s'inspirer de la RoboCup, on peut s'inspirer de pas mal de projets, mais en gros l'idée c'est créer une dynamique pour maturer cette technologie-là et la fixer en Europe. Et la fixer en France, faut être un peu chauvin. Donc on serait très content qu'il y ait une nouvelle start-up, qu'il y ait de nouveaux industriels qui tirent des opportunités de ces technologies-là. Alors, le moment qu'on va vivre dans quelques instants, donc c'est l'aboutissement d'une démarche qui a duré quelques semaines. Une centaine de personnes mobilisées aujourd'hui sur la communauté Swarms. Hein. Oui, tout à fait. Plusieurs projets envoyés, 7 qui sont retenus et qui vont pitcher aujourd'hui. Une procédure qui a été suivie par tout un jury, on va en parler dans un instant. Tout à fait, et puis un jury d'excellence avec l'armée qui est représentée, System Factory, l'Ifremer, le CNRS, faut les présenter parce que faut leur faire honneur, et je les remercie d'avoir répondu positivement à cet appel. Merci beaucoup Fabrice de ces précisions. Je vous invite à reprendre votre place dans le jury. Alors, quelques mots justement sur ce jury. Vous avez le président du jury, c'est Jérôme Perrin, donc le directeur des GATN, qu'on a déjà vu ce matin à l'ouverture de ce SFD. On a Guy Terrelaz, qui est directeur de recherche au Centre de recherche sur la cognition animale, le CNRS. On a Dakwani Mehdi Hipta, qui est correspondant innovation de la DGA. On a le capitaine de vaisseau Alexis Huberdeau, qui est le directeur du CEPN. On a Vincent Rigaud, qui est le directeur de l'Ifremer à la Seine-sur-Mer. On a Lydia Yushchenko, qui est enseignante-chercheuse à l'ISEN, spécialiste de l'intelligence artificielle. On a Stéphane Kless, directeur de System Factory. Jérôme Lopez, responsable de l'eau informatique Naval Group. Fabrice Poussière, donc on ne vous le présente pas. Et Leïla Belmernien, qui est par là, qui est juste là, voilà. Qui est chef de projet R&D à TVT Innovation. Merci, docteur. Allez, on y va.
place au pitch. Maintenant, on commence. J'appelle le premier groupe, c'est Show of Drones. C'est Vincent Chassani qui va venir nous rejoindre. La règle du jeu, allez, on peut l'encourager effectivement. La règle du jeu, c'est 5 minutes de présentation. À 5 minutes, on arrête, on coupe. Et 2 minutes pour les échanges éventuels avec le jury. Vous avez, alors, c'est Leïla qui fait le... Alors, oui, alors, allez-y, Jérôme. Je voulais rappeler pour le jury, c'est forcément, mais pour les personnes dans la salle, on évalue les projets selon 6 critères. La scalabilité du projet, c'est-à-dire la capacité de l'architecture à s'adapter à un grand nombre de robots. Les aspects de coût, les aspects de capacité à industrialiser la solution. Un critère intelligence, les algorithmes et moyens de communication permettront-ils à plusieurs robots de progresser en essaim? Un critère d'autonomie énergétique et enfin la qualité du pitch. Merci de ces précisions. Le timekeeper, c'est Leïla. Non, c'est Fabrice. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ce sera plus simple. Alors bonjour, moi c'est Vincent Chassani. Donc je vais vous présenter donc, le concept de drone pour ce concours d'innovation. Du coup, l'animation. Alors je suis pas ici pour vous présenter un jouet qui va casser dans quelques utilisations. Ici, c'est pour concevoir quelque chose de résistant. Donc c'était le point clé depuis le début jusqu'à la fin. Et on va le voir par cette présentation. Donc ce qu'on demande, c'est un drone, c'est quelque chose d'autonome, donc qui n'est pas pilotable, quelque chose qui navigue, donc qui avance et qui flotte, et en meute, donc il doit communiquer avec ses proches voisins ou lointains. Et pour moins de 200 €. Mais j'ai rajouté d'autres contraintes, c'est qu'il soit simple d'utilisation durant toute la vie du produit, donc depuis sa conception jusqu'à son utilisation, jusqu'à sa maintenance. Quelque chose de résistant, parce que si à la première utilisation, une pièce casse, c'est non maintenable, bah on va jeter le drone et on va devoir en reproduire un. Donc résistant et évolutif, parce qu'aujourd'hui on a besoin de certaines technologies et de certains besoins, mais demain peut-être qu'on aura besoin d'autre chose, et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc voilà le design général de mon drone. Donc c'est un catamaran fait avec une structure tubulaire, je vais vous la présenter plus tard, donc qui est assez simple, donc c'est en 3D, ici vu de dessus et vu de côté. Sur les dimensions, voici les dimensions estimatives du drone. On est dans la taille, dans les tailles des boîtes de chaussures, comme on le disait dans ce concours. Cette structure tubulaire est simple parce que c'est juste des emboîtements de modules. Il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de peinture, pas besoin d'étanchification. Et c'est en ça que le point fort de mon projet, c'est vraiment cette structure simple et facile à construire. On a un poids de 6 kg. 6 kg, c'est transportable. On peut le prendre de la mer, on peut le remettre sur un bateau. Donc c'est simple encore d'utilisation. Et l'estimation du volume, c'est de 10 litres. Pourquoi c'est important? C'est parce que ce drone ne coulera pas. Il est étanche par toute sa structure, et ainsi on pourra toujours le retrouver et on ne perdra pas au fond de la mer. Donc c'est un point assez intéressant. Si on revient sur la structure, donc en fait, c'est durant la conception, je me suis dit, j'ai pas besoin de développer des choses qui existent déjà. Donc en fait, je vais prendre des produits qu'on prend chez différents distributeurs. Donc des coups de tuyauterie, des tuyaux, des bouchons, des emmanchements. Et avec ça, la conception, l'approvisionnement des pièces va être simple et la fabrication aussi le sera par la suite. Donc sur l'électronique, on part d'un Raspberry. C'est une plateforme simple que tout le monde connaît, que tout le monde pourra utiliser. On met un système Wi-Fi pour communiquer avec les autres drones aux alentours. Ça va être très important. Un module GPS donc pour positionner et pour après avoir un aspect de positionnement et de géolocalisation entre les différents drones.
une centrale inertielle, donc c'est des capteurs qui sont déjà implémentés dans le drone. C'est pas utile primordialement, mais ce sera intéressant aussi de l'avoir. Et donc, on disait un drone qui navigue. Donc, ici, moi, j'ai choisi d'avoir deux moteurs. Deux moteurs, au moins, pas besoin d'avoir de gouvernail, pas besoin d'avoir d'éléments mécaniques qui pourront tomber en panne. Une simple différentiel de poussée entre les deux moteurs, et on peut se diriger, on peut avancer ou reculer. Et donc, pour alimenter tout ça, une batterie. Donc, ici, on est sur une batterie low cost. Et une batterie low cost et qui s'intègre dans le drone. Et voici le reste de la chaîne d'alimentation. Donc moi, j'avais vraiment l'idée d'avoir un produit simple. Donc on peut produire l'électronique et ensuite l'intégrer dans les tubes du drone et venir emmancher les propulseurs juste en vissant les bouchons et venir emmancher les antennes. Et ainsi, on a un système qui est modulable. On a un système qui est modulable, démontable et maintenable. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir des produits comme ça qui se clipent et qui se vissent dans la structure. Mais cette structure est aussi évolutive, donc on peut ajouter différents capteurs. Il y a encore plein de place dans ces tubes pour donner une utilité à ce drone. Et Vincent, le temps est imparti et terminé. Il reste 2 minutes pour la partie questions. C'est difficile, je sais, c'est dur, mais on va faire la même règle pour tout le monde. Vous avez des questions, messieurs du jury? Avec 1 minute de plus sur l'intelligence. J'aurais pu vous parler du Raspberry, qui est un système que tout le monde connaît, que tout le monde pourra utiliser, facilement implémentable, et avec les moyens de communication avec le reste, ce sera une voie, un support on va dire qualitatif pour l'utilisation, donc l'implémentation d'une intelligence. La transmission de sa position aux autres drones et la réception de la position des autres drones pourra permettre de se géolocaliser, et donc on pourra recréer le nuage des tourneaux, comme disait Monsieur Poussière. Question? Oui. Je souhaitais savoir comment vous envisagiez de faire le guidage du drone en termes de direction. Oui. Donc ça, c'est avec les capteurs déjà intégrés, donc la centrale inertielle donc on a les 6 degrés de liberté, donc les trois mouvements et les trois pivots, ainsi qu'un magnétomètre. Et en fait, avec cela, on peut avoir un cap, et avec la trajectoire du drone et son cap, on peut permettre de suivre une trajectoire. En fait, les moteurs sont fixes. C'est ce que j'expliquais avec le différentiel de poussée. Tout l'ensemble est fixe, donc comme ça, on n'a plus de panne ou de casse de gouvernail ou autre. Et en fait, un différentiel de propulsion, donc le moteur bâbord plus fort ou le moteur tribord plus fort, permet de tourner et d'avoir du lacet. Bonjour. Quelle est l'autonomie de chaque drone? Alors, on est sur une batterie de faible capacité. L'heure actuelle, j'ai pas la réponse, mais l'intérêt de cette architecture, c'est de pouvoir ajouter des batteries, ce qui est encore de la place, ajouter des panneaux solaires. Donc ça dépend de l'utilisation en fait de ce drone. Et on ne parle pas de 1 à 2 minutes, mais plutôt de 1 à 2 heures, voire plus. Mais ça dépend de l'utilisation et du besoin du projet, du besoin de l'usage. Merci beaucoup Vincent Chassani de cette présentation. On peut l'applaudir. Et on va poursuivre. Je vais vous récupérer le micro, Vincent. Merci. On va poursuivre avec le groupe suivant. C'est Swarm Up, Anthony Rossi, Angèle Giraud qui vont venir nous présenter leur projet. On va appliquer la même règle pour tout le monde. Préparez-vous. Et on lancera le décompte. Alors, vous avez perdu un morceau? Non. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on déclenche. Bonjour à tous, je me présente Angèle Giraud et voici. Désolée.
Bonjour à tous, je me présente Angèle Giraud et je vous présente Anthony Rossi. Bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet dont le nom d'équipe est SwarmUp et voici notre logo. Pour nous présenter un peu plus, nous avons fait partie d'une association de robotique étudiante et nous avons participé au concours de robotique, la Coupe de France de robotique. Et du coup, on a toujours gardé cette passion pour la robotique. Et du coup, dès qu'on a vu ce concours, on s'est dit, on a été très emballés. Donc, suite à cette expérience en associatif robotique, on a quand même gardé des principes forts, notamment sur l'ouverture du produit. Donc, on préfère que ce soit open source, adaptable et pratique, plutôt que d'avoir quelque chose de complexe, de fermé, et de propriétaire qu'on ne pourra pas après modifier. Comme M. Poussière l'a si bien dit, c'est une technologie qui est émergente. Donc on a potentiellement besoin d'aller un peu mettre les mains dedans par moment pour pouvoir le faire évoluer. Donc en ce qui concerne le drone, hop. Donc nous sommes arrivés à un prix de 100 € d'unité pour environ 5 unités. Mais sachant que si on en fait beaucoup plus en quantité d'une manière industrialisable, on peut arriver à un coût plus bas. On a réussi à faire une taille d'à peu près une boîte à chaussures. Donc facile à transporter si on doit avoir tout un dessin à transporter. Et pour ce qui est de l'autonomie, on a une batterie actuellement, on peut en mettre plusieurs si besoin. Et on a aussi un panneau solaire pour essayer d'étendre la durée d'émission. Merci. Hop. Voilà. En ce qui concerne la partie industrialisation, comme vous pouvez le voir, le drone, on a essayé de récupérer un maximum de composants relativement standards, ou plutôt faciles à se procurer dans tous les cas. Et pour les pièces qui sont pas nécessairement, on va dire un peu custom, toutes ces pièces ont été designées sur un logiciel de CAO. Elles sont prêtes à imprimer. Là, on les voit disposées sur un plateau d'imprimante prêt à l'impression et elles ont été imprimées comme ça. Et elles peuvent être adaptées pour faire éventuellement un moule s'il y a besoin d'industrialiser plus loin. Et on a maintenu une liste de tous les composants nécessaires à jour avec des fournisseurs disponibles et les prix. D'où l'indication qu'on a pour 100 € par unité pour des petites séries. Si on fait des plus grosses séries, on pourra probablement tirer ce prix vers le bas. Du coup, pour les moyens de communication, on est parti sur du protocole LoRa, parce qu'il nous permet d'une portée jusqu'à 10 km, ce qui est plutôt important pour un essaim, pour pouvoir faire des missions plus éloignées. Et il est en faible consommation d'énergie aussi. On est parti sur un réseau, une architecture maillée pour pouvoir encore plus étendre la zone des drones, parce que certains drones peuvent faire du coup relais. Et voilà, on est parti sur une partie intelligente des missions où les drones se partagent les missions selon la proximité de la mission. Donc, on vous parlait d'adaptable et d'open source. C'est pas juste en l'air. Donc, le principe du drone, c'est qu'on peut le fabriquer, comme vous le voyez, avec notre prototype qui est là. Mais notre but, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement configurable. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est un système qui est en catamaran avec 2 moteurs. On a un de nos anciens prototypes qui, typiquement, est un moteur avec une gouverne. Et on utilise le même logiciel avec. Juste un peu de configuration différente. Donc, typiquement, si la structure qui est présentée ici ne vous convient pas ou que vous n'avez pas les moyens pour la fabriquer ou qu'il vous faut quelque chose de plus grand, par exemple, vous pouvez l'adapter à votre besoin. Il suffit juste, typiquement, soit de prendre des tubes plus gros ou de même changer la structure. C'est possible de le changer. C'est fait pour. Un capteur dont vous auriez besoin pour votre mission qui ne serait pas intégré dans le drone, pas de souci, vous pouvez l'intégrer. Le but de notre conception, c'était d'avoir un système qui soit open source, mais pas forcément inutilement complexe, quelque chose de très facile à maintenir et très facile à étendre. Et on va le voir aussi avec un Raspberry Pi. Si on veut, il est possible de rajouter un Raspberry Pi pour étendre l'intelligence du drone. Actuellement, il utilise un ESP32 avec Arduino qui dispose d'un très grand nombre de bibliothèques créées par la communauté et qui permettent d'étendre et d'ajouter la plupart de vos capteurs. Déjà, si c'est des capteurs classiques, il y aura très probablement déjà une bibliothèque disponible pour les exploiter. Voilà. Eh ben, c'est parfait, dans les temps. Merci beaucoup. Allez, question du jury, on a 2 minutes. Stéphane. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'intelligence? Vous avez parlé d'un réseau méché, enfin maillé, Ouais. mais qu'est-ce que vous mettez en termes d'algorithmie? Comment vous faites travailler les drones entre eux?
Aujourd'hui, donc, les drones, ils communiquent en LoRa et ils vont essayer de partager leur état via ces réseaux maillés. Et ensuite, on s'est inspiré d'une publication qui est relativement récente sur les intelligences maillées, qui parle en fait d'un choix de mission au plus proche. Donc, chaque drone choisira la mission qui est la plus proche de lui, donc la plus adaptée. Et un système qui est simple mais assez efficace, c'est-à-dire qu'on propage notre décision aux autres drones et que chaque drone a un petit délai aléatoire à son démarrage, qui fait que, typiquement, une mission ne sera pas choisie par 2 drones en même temps, puisque chaque drone communique avec un léger delta pour que la décision soit propagée tout de suite. Est-ce que vous avez pensé au capteur pour gérer les obstacles autour de votre drone? On l'a prévu plus pour un usage en milieu dégagé, mais typiquement, la carte pourra sans aucun problème gérer un capteur de proximité ou un lidar. Et d'ailleurs, on a la place sur le lidar. Comment vous envisagez de transmettre la mission à l'essaim? Est-ce que c'est via un centre à terre, quelque chose comme ça, un PC qui pourrait communiquer? Comment est-ce qu'une com qui est envoyée à l'essaim? Alors, l'avantage de la puce qu'on a utilisée, c'est qu'en plus du LoRa, elle dispose de Bluetooth et de Wi-Fi, qui fait qu'on pourrait typiquement programmer les drones en centre à terre directement en propageant un drone qui démarre, s'allume en Bluetooth ou en Wi-Fi pendant quelques minutes, reçoit les instructions et part en mer. Merci beaucoup de votre présentation. Oui, le drone est à votre disposition. Laissez-moi le micro. Voilà, je récupère aussi, c'est gentil, merci. Et on continue avec un nouveau projet à vous présenter, c'est Propa, c'est Ousmane Sen. Oui, mais il y a le temps qui se met. Alors, là, c'est un petit peu particulier, donc... Fabrication en direct, vous avez besoin de la table? Je m'en vais. Juste déplacer ça. Non. Oui, SFD, c'est plein de surprises. On vous les avait promises. Stéphane tient toujours ses promesses. Vous aurez besoin du micro, Ousmane, aussi. Hein? Peut-être que j'aurai la voix qui porte assez. Ouais. Sinon, je vous le tiendrai. Vous nous dites quand vous êtes prêts, on déclenchera le chronomètre. Oui, Fabrice avait déjà déclenché le chronomètre, mais quand même. Il est dur, hein. Il est dur avec vous. Non, non, c'est une erreur. Allez, on y va, Ousmane. Alors, C'est bonjour à parti. tous, je suis Ousmane Sen, consultant en informatique. Donc, aujourd'hui, normalement, je vais vous présenter un prototype déjà fini. J'ai voulu faire mieux, je l'ai cramé à midi. Donc là, je me suis dit, je vais le faire en live, comme si on était en mer et qu'on avait un des drones qui est mort et qu'il faut le réparer directement tout de suite. Donc, moi, le drone, la raison numéro 1, c'est la résilience. Pourquoi la résilience? Parce qu'en tant que pêcheur, je sais que la mer, c'est un monde un peu difficile. Et l'autre point important sur le Porpo, c'est qu'il est fait entièrement de matière recyclée. Aujourd'hui, quand on arrive chez Naval Group, à chaque fois, on a 3 PC. Et dans chaque PC, à la fin, une fois qu'on a récupéré, on a des déchets qui restent. Du polystyrène, des cartons et autres. Et donc, moi, j'ai voulu faire un drone qui se base sur le marsouin. Le marsouin, c'est un peu un genre de dauphin, un peu plus potelé, beaucoup plus petit et pas assez dynamique. Donc, le marsouin, c'est un dauphin, mais qui saute pas, qui nage au-dessus de l'eau, comme ça, à 7 km/h en moyenne. Et donc, là, le Porpo, c'est un peu une simulation du marsouin. Oui. Donc, là,
je vais faire une petite boule et je vais récupérer le polystyrène et en faire en fait une première couche autour d'un moule que j'ai déjà préparé. Hop. Donc, ce premier moule, il n'a pas besoin d'être totalement parfait parce qu'il va juste il va juste servir, une fois durci, de support pour la batterie solaire, donc 28 000 mAh. Du coup, ça permet en fait d'avoir une utilisation 24 heures sur 24. Et sur cette batterie solaire, on va venir brancher des petits moteurs. Donc, chaque partie en fait est complètement amovible. Et l'avantage du polystyrène, c'est que avec un petit pinceau et un peu d'acétone, on peut recoller les parties les unes avec les autres. Donc on aura 4 moteurs. Un moteur pour la queue, un moteur pour la tête et un moteur pour chaque aile. Et du coup, pour faire chaque aile, ça va aller rapidement. Donc la queue du porpo est un peu particulière parce qu'elle est assez large. Et l'avantage de la queue du marsouin, c'est qu'elle bouge verticalement. Donc ça lui permet d'être propulsé tout le temps. Et les ailes les nageoires pectorales lui permettent justement de juste se stabiliser. C'est pour ça qu'on va avoir des moteurs au niveau des ailes pour pouvoir lui permettre de plonger. Donc là, on n'est pas sur un drone qui fait simplement que flotter. En fait, le Porpo, grâce au microcontrôleur de ST Microelectronics et le ST Val, on peut avoir en fait une vision 3D grâce aux accéléromètres qui sont inclus et qui vont nous permettre d'aller en profondeur et de toujours savoir où est-ce qu'on est. Donc lorsqu'on est sur un bateau, on laisse le Porpo s'en aller. Il arrive à se repérer à partir du premier point GPS d'où il est parti et toujours revenir et effectuer des missions. Ensuite, le Porpo, il embarque aussi une carte Zigbee. Donc cette carte Zigbee va permettre à chaque Porpo de communiquer sur une distance d'1 kilomètre entre chaque Porpo. Et nous, sur le bateau, on aura le Porpo plus un port USB. On aura un module XBee plus un port USB qui va nous permettre de communiquer avec les Porpos à distance et aussi de leur envoyer des missions. Donc, ça, c'est le réseau mesh du Porpo. Et pour la partie détection, on fait de l'écolocation. Ouais, on fait de l'écolocation. Et donc, l'écolocation, c'est assez utile pour pouvoir lui permettre de repérer les obstacles, mais aussi de voir les drones qui sont devant lui. Parce que lorsqu'il y a une attaque, ils se regroupent et, comme vous avez vu dans le schéma de tout à l'heure, alors, comme ils ont la capacité de connaître leur taille et leur dimension, ils arrivent à se regrouper et à se séparer en fonction du danger. Et une petite caméra lui permet de voir ce qui se passe. Et donc, tous les outils sont plug and play. Et voilà, c'est terminé. Le temps imparti, on peut applaudir. Et on est parti pour... Je vous donne le micro, Ousmane. Merci. On est parti pour 2 minutes de questions. Le jury, Vincent Rigaud. Oui, merci pour votre présentation. C'est plus un commentaire qu'une question. Le polystyrène, c'est pas vraiment résilient et durable. Ça participe des 600 000 tonnes de plastique que vous allez mettre en mer. Bon, ça, c'était le commentaire. Ma question, c'est plutôt, j'ai pas vraiment compris comment vous souhaitez communiquer. En fait, chaque Porpo, il communique via un module XBee qui lui permet de communiquer en radio avec tous les autres Porpos. Et il embarque aussi quelques neurones grâce au STM32 Cube AI, où on peut mettre en place de l'intelligence artificielle. Et pendant qu'il nage, en fait, il arrive à apprendre grâce à une carte mémoire qui est intégrée. Et lorsqu'il se met en mode flottage pour récupérer de l'énergie, il se remémore de ce qui s'est passé et il apprend et modifie son comportement. D'autres questions? Jérôme Perrin. On voit bien, et votre démonstration illustre l'aspect artisanal, oui, ou la capacité à réparer en mer, c'est ce que vous avez dit au début. Oui.
À l'inverse, l'aspect industrialisation, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, en fait, pour l'industrialisation, là, on est sur une ancienne version que j'ai repris du Porpo. Mais l'objectif à terme, c'est de faire un partenariat avec des entreprises comme Veolia qui aujourd'hui sont déjà spécialisées dans le traitement du polystyrène. Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup. Merci. Ousmane Séné et son Porpo. Et on va enchaîner avec le groupe suivant, c'est UTLN 2, c'est Pierre-Étienne Josse, Julie Glaise et Manon Pro, qui sont étudiants. Il y a encore un morceau, Ousmane. C'est vachement important ça, en plus. Je sais pas ce que c'est. Alors, quand vous êtes prêts et prêtes, on déclenchera le chronomètre. Non, il y a UTLN 1 et UTLN 2. Ah, d'accord, super. Alors c'est l'équipe Josse, oui, c'est Pierre-Étienne Josse, Julie Glaise et Manon Pro. D'accord. Je rappelle qu'on a les B2B en ce moment. On est bon? On peut déclencher? Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous, nous sommes une équipe de l'école d'ingénieurs de CITEC, composée exclusivement d'étudiants spécialisés en systèmes robotiques et mécatroniques. Ce concours est une réelle opportunité pour nous de mettre en pratique nos connaissances théoriques. L'objectif est donc aujourd'hui de vous présenter des drones capables de répondre à une mission, de vous présenter des individus low cost, c'est-à-dire de vous proposer un essaim capable de coopérer et de travailler en équipe, sans entrave par rapport à leur environnement ou à des intrusions pirates. Alors, on a vu en 2009, par exemple, la catastrophe aérienne de Rio-Paris, et on a vu que c'était très difficile de déployer des moyens importants dans des zones de recherche très étendues. Et on pense qu'un réseau de drones pourrait être la solution pour ces recherches. Donc, nous allons vous montrer comment nous, on a imaginé un essaim permettant de rejoindre une zone et de s'y déployer pour détecter des émissions de sources telles qu'une boîte noire. Alors, nous sommes partis sur des résonateurs de Helmholtz. Par triangulation, on peut connaître l'azimut de la source, mais aussi localiser ses voisins par émission d'un ping synchronisé par GPS. Les individus se déplacent avec une propulsion électrique classique avec un safran. La coque, donc c'est un trimaran qui permet de placer idéalement les 3 résonateurs, mais aussi garantir une stabilité. Et cette coque peut être autant imprimée en 3D que fabriquée en moule lors d'une production importante. La communication se fait par ondes radio de façon globale et il communique uniquement pour satisfaire la mission. Et c'est ce qu'on va vous expliquer, comment les drones réagissent entre eux. La mission est composée de 2 parties. Tout d'abord, rallier la zone de recherche, puis explorer cette zone afin de situer la source. Pour les drones sont chargés avec la mission avant le déploiement, puis grâce à la géolocalisation par GPS, ils vont aller sur zone et avec les pins sous-marins et les priorités de navigation, les collisions sont ainsi évitées. Une fois sur zone, les saints communiquent entre eux afin de...
une fois sur zone, laissant dès qu'un drone détecte une source, les drones appellent à l'aide si 3 drones n'ont pas récupéré l'information, car ils détectent tous un azimut et 3 drones sont nécessaires pour détecter une source. Nous avons développé notre mission afin que les drones soient le plus stable possible, c'est-à-dire que le nombre de drones est adaptable à la taille de la zone de recherche et on peut perdre des drones lors de la mission. La simplicité technologique de nos drones vous garantit leur fiabilité, leur faible coût et aussi leur maintenabilité, puisque ce ne sont que des éléments particulièrement simples, imprimés ou achetés dans le commerce de façon très basique. La mission proposée ici n'est qu'un exemple. Évidemment, nos drones restent adaptables à vos souhaits. La logique mise en place était également très simple. Elle n'a pas de leader, c'est son principal atout. Les drones sont fortement scalables et sont donc très difficilement piratables. Et enfin, j'espère que nous avons réussi à vous convaincre de leur fiabilité et de leur robustesse sur, du moins, ce type de mission, et que vous nous donnerez la possibilité de mettre en pratique nos théories. Merci, et parfaitement dans le temps pour la présentation. On passe maintenant à la séquence 2 minutes questions avec le jury. On a une question. Oui, merci. J'ai 2 questions. D'abord, vous n'avez pas parlé de l'autonomie des drones. Et l'autre question, c'est quand il y a une flottille une centaine de drones, comment est-ce qu'un drone arrive à discriminer tous ses voisins? Je vais commencer simplement sur la base des Je peux commencer par la deuxième question, si ça vous embête pas. Étienne répondra à la première. L'objectif, c'est de se dire qu'on a un certain nombre d'individus proportionnellement à la zone de recherche qu'on souhaite. Chaque drone n'a conscience que de ses proches voisins. Donc on considère que l'espace est assez grand. Il ne faut pas qu'ils aient conscience de la meute. S'ils ont conscience de tout le groupe, ça entrave leur scalabilité. Donc ils ont uniquement conscience de la mission, leur objectif et leurs proches voisins. Juste savoir, est-ce que je suis tout seul dans cette zone ou est-ce que j'ai des camarades qui vont pouvoir m'aider à localiser la source. Ça ne va pas plus loin. Et je pense que c'est leur atout. La discrimination, comment discrimine-t-il? Et après l'autonomie, c'était la deuxième question. La discrimination, l'émission d'une ping, on connaît sa fréquence. Et en fait, on sait quand ils émettent, on sait lequel. En fait, on va travailler juste sur ses voisins. On n'a pas besoin de travailler. En fait, il va discriminer juste ses proches voisins, donc les premiers pings qu'il reçoit, et après, il n'a plus besoin de. Pardon, on n'est peut-être pas revenu sur un événement essentiel. Chaque drone ping, et on a exactement le top chrono de quand est-ce que tel drone a pingé via la fréquence 433. Ensuite, on reçoit ce ping via onde sous-marine, et là, on sait que ce drone a pingé à telle heure, et que vous, le deuxième drone, vous le percevez à tel azimut et à telle distance, à telle heure, T plus T quoi. L'autonomie. L'autonomie. C'est la question. L'autonomie, je pense que si on considère qu'il s'arrête sur zone, par exemple, on peut estimer facilement 1 ou 2 heures, mais ça peut être plus. C'est difficile à estimer. Merci. Le temps des questions est dépassé. Et merci de votre présentation. Et nous poursuivons avec... que je ne me mélange pas les pinceaux, moi, et toutes ces fiches. Avec Swarmotix. Swarmotix, c'est Pierre-Jean Lefloc, Antoine Vincent, Thibault Lebec. Ils sont étudiants et eux, on va les retrouver en visioconférence. Est-ce que vous nous entendez ou pas? Parfaitement. Bonjour. Très bien. Magnifique. Allez, on va donc... vous nous entendez aussi parfaitement? Oui. Très bien. Très bien. Alors, on va pouvoir déclencher le chronomètre et vous avez la parole. C'est parti. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Déjà, nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui Swarmotix. Avant de commencer, nous sommes 3 amis, donc Thibault, Pierre-Jean et Antoine.
Nous sommes des ingénieurs de formation et nous sommes connus en école, en master spécialisé. Donc nous sommes vraiment ravis de vous présenter Swarmotix. Je vous propose d'aller directement sur la slide 2. Donc la solution Swarmotix s'inscrit avant tout dans le besoin d'identifier et dans la lutte des OVNI, qui est un besoin qui est très important maintenant dans tout ce qui est défense navale. Nous avons donc deux modes, un mode essaim, où alors la mission est programmée dans l'essaim et il y a un fonctionnement autonome, et un mode meute, où alors on peut reprendre le contrôle si besoin. Mais Swarmotix se veut de respecter vraiment trois éléments de l'intelligence des essaims qui sont l'évolution, on est capable d'augmenter le nombre, on est également capable d'avoir de la flexibilité avec l'environnement, et on est capable aussi d'avoir de la robustesse, c'est-à-dire capable de continuer à fonctionner malgré la perte d'un membre de l'essaim. Je vous propose d'aller en slide 3 du coup. Donc la slide 3, c'est moi, donc sur les choix technologiques. Tous les Swarmy, comme on les appelle, de notre petite communauté Swarmotix, seront tous équipés de la même façon, donc de capteurs et de moteurs. Au niveau des capteurs, on a bien sûr le GPS et la centrale inertielle qui permettront d'avoir des données d'attitude de chaque Swarmy, et enfin une télémétrie pour le transfert des données, la motorisation bien sûr, et un contrôleur autopilote. Donc on a privilégié le choix du Raspberry Pi pour des raisons que je vous expliquerai plus tard, mais surtout budgétaires, puisque actuellement on voulait calquer au départ sur un autopilote type drone qui existe, mais on est largement au-dessus des coûts actuels, donc on s'est orienté sur un contrôleur de type Raspberry open source, avec une plateforme de communication et de gestion des drones qui serait développée sur Ubuntu en collaboration avec des librairies ROS. Donc la slide 4 présente un peu le schéma d'analyse logicielle. Donc comme l'a décrit Antoine, le but c'est d'identifier une menace, de s'y rendre et si besoin de l'éliminer. L'application finale serait d'éliminer la menace par le grand nombre de Swarmy, soit en les faisant peur, soit en la détruisant. Donc par rapport à ça, il y aurait tout un schéma qui serait intégré dans les algorithmes de l'essaim pour justement permettre toujours une identification et un suivi de cette menace. Concernant l'architecture hardware, donc on est sur de l'architecture un peu classique de drone, avec une partie, tout ce qui est capteur, transmission, contrôleur, moteur, alimentation. On a rajouté une caméra aussi, petite caméra Raspberry Pi au départ pour le développement et pour permettre justement l'identification optique des menaces et le suivi des menaces. Mais bien sûr, ces capteurs, en fonction du prix et du budget de développement qui peut être plus conséquent, pourront être remplacés par d'autres capteurs. Je laisse Antoine vous présenter les dimensions et compositions. Donc voilà, donc en slide 6, nous avons dimension et composition avec une vue du logiciel CATIA de notre prototype. On s'inscrit vraiment dans une des contraintes, notre Swarmotix rentre dans une boîte à chaussures, donc longueur 400 mm, la largeur 128 et la hauteur 85. Et on a des batteries qu'on retrouve en bleu, tout ce qui est électronique embarquée qui est au centre du bâtiment, les moteurs et aussi un ESB et BEC qui sont en jeu, plus sur la partie avant du bateau. Donc, concernant la structure, vous avez là les photos de la maquette finale qu'on a imprimée, qu'on aurait souhaité vous présenter aujourd'hui en physique, mais pour des raisons on n'a pas pu. Donc, c'est du PLA qui est utilisé avec une imprimante 3D de chez Dagoma classique, donc qui est facilement trouvable dans le commerce. L'impression de cette coque se fait en 2 morceaux pour une durée inférieure à 24 heures de production avec la technologie qu'on avait à notre disposition. On obtient pour un budget complet de la solution actuelle, on arrive autour des 200 €, mais des économies et des réductions peuvent être faites sur un développement plus important au niveau peut-être des contrôleurs et des capteurs, ce qui quand même fait monter le prix assez conséquemment du drone par drone. Et donc en conclusion par rapport aux différents critères qui étaient énoncés dans le cahier des charges, donc en scalabilité,
la solution Swarmotix y répond pleinement parce que nos algorithmes seraient réplicables. Et je vous interromps, Oui. puisque le temps imparti vient de Terminé. s'écouler. Voilà. Très bien. On a 2 minutes encore pour des questions du jury. Ils vont vous poser sans doute quelques questions. Oui, bonjour. Comment les drones perçoivent-ils les drones d'à côté et comment justement ils évitent de se rentrer dedans? Donc l'ensemble des drones communique à chacun sa position, son attitude, des capteurs GPS et du capteur central inertiel pour justement définir une zone dans laquelle le voisin ne viendra pas perturber le drone en concurrence. Vincent Rigaud, Ifremer. Oui, en termes de manœuvrabilité, pourquoi avoir choisi une architecture non holonome pour votre drone? Donc en fait, c'est une architecture, si je reviens sur la photo, on n'est pas en monocoque, si on regarde l'image ici, on a un arrière de catamaran, prototypé catamaran, et un monocoque à l'avant. En fait, c'est pour permettre une vitesse le monocoque avant permet une vitesse plus importante et une économie au niveau de la batterie quand on navigue, et le prototypage catamaran sur l'arrière, c'est pour assurer une meilleure stabilité du drone en fait. Alors, Pierre-Jean, je me permets juste d'intervenir. Oui, l'avant, c'est vraiment pour avoir les avantages du monocoque, donc tout ce qui est passage en mer, dans le clapot, les vagues, etc. Et la partie arrière, catamaran, vraiment pour assurer la stabilité. Il y a également des steps, un step sur la partie monocoque et 2 steps sur la partie catamaran pour baisser la consommation à iso-vitesse. Et dernière question. Oui, moi j'ai une petite question. Vous avez un moteur de 700 watts. Est-ce que vous avez assemblé au niveau du poids? J'ai des questions sur le poids, sur l'autonomie. Parce que là, on voit le prototype qui est en fait la coque vide pour l'instant, mais combien pèse la batterie, combien pèse le moteur? Est-ce que ça flotte? Sur l'assemblage complet du bateau, donc la coque plus tous les éléments, évidemment ça dépend de l'électronique qu'on veut rajouter par la suite, mais ça a quelque chose qui devrait tourner autour de 1 kg, 1,5 kg. 1 kg, 1,5 kg. Merci beaucoup. Le temps des questions vient de se terminer. On Merci vous remercie d'avoir été présent avec nous en visio. Excusez-moi pour les problèmes de connexion. Non, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Allez, nous poursuivons notre tour d'horizon avec le groupe UTLN 2. Donc cette fois-ci, c'est Axel Melillo. C'est c'est d'accord. En tout cas, c'est le groupe Axel Melillo, Sébastien Lefort, Adrien Roll, Kemaïs Benazouz. Ils sont tous les 4 étudiants. Peut-être 3. Allez. C'est UTLN quoi, vous? Une UTLN 1, ouais. Voilà. Pas de souci. Et il y a une erreur dans les noms. Vous êtes passé 2, ça n'augure rien sur le classement, on est d'accord, Monsieur le Président? Alors, quand vous êtes prêts, vous nous le dites, on déclenche le chrono. Vous êtes prêts? Vous avez un micro? C'est parti. Oui, c'est bon. Bonjour à tous, nous sommes la 2e équipe de CITEC, composée de Kemaïs, Axel, Sébastien qui n'a malheureusement pas pu se rendre disponible, et moi-même, Adrien. Vous est-il déjà arrivé d'apercevoir, peut-être dans un documentaire ou dans la vraie vie, un banc de poissons et de vous demander, mais au juste, comment font ces poissons pour naviguer aussi proches les uns des autres, être aussi synchronisés et ne pas se rentrer dedans? Eh bien nous, oui, on s'est posé cette question et dans le cadre de ce concours, on a tenté un petit peu d'imiter ce phénomène au travers de la réalisation d'un drone marin. La principale difficulté pour nous a été de concevoir ce système pour un budget de moins de 200 € et qui soit bien sûr réalisable et industrialisable. Notre drone sera capable de communiquer, d'émettre et de recevoir des informations. Il sera aussi capable de naviguer en autonomie pour réaliser des missions prédéfinies par exemple. Il faut savoir que la taille de l'essaim n'aura absolument aucun impact sur la configuration matérielle ou sur nos choix technologiques. C'est-à-dire que notre drone, notre conception est valable pour un essaim de 10 drones comme pour un essaim de 1000 drones. Nous commençons par la fabrication de la coque. Nous avons imaginé un gabarit en impression 3D qui permet de s'adapter à notre projet, d'avoir une géométrie adaptée. Par la suite, cette géométrie, ce gabarit, nous venons le lisser pour enlever la rugosité de cette pièce à l'aide d'un kit de vernissage.
En étape 3, nous voulons couler du silicone sur ce gabarit afin d'avoir un moule femelle. Et enfin, ce moule femelle nous permettra de réaliser nos coques par un procédé classique dans la fabrication des coques qui utilise de la résine époxy et des fibres de verre. Et ce procédé a l'avantage de produire des coques légères et robustes. Concernant la propulsion, nous avons décidé d'utiliser un système à propulsion hydrojet. Pour vous expliquer rapidement, ce système va aspirer l'eau sous la coque, va la mettre sous pression et l'éjecter à l'arrière du bateau afin de le faire avancer. C'est un système qui s'adapte assez facilement sur notre coque. Il présente aussi l'avantage d'être peu onéreux, d'être maniable et de se piloter facilement grâce à un moteur à courant continu. Ce moteur, il constitue en effet notre principale source de consommation électrique sur le drone. Et nous avons donc pu dimensionner une batterie en lithium-ion qui nous permettra une autonomie d'environ 4 heures. Ces batteries en lithium-ion qu'on trouve plus couramment dans vos smartphones par exemple ont l'avantage de contenir beaucoup d'énergie pour un poids et un volume très faible. Elles s'adaptent donc parfaitement à notre drone. Nous abordons donc maintenant une partie importante de notre drone qui est l'intelligence et la communication. Alors, comme vous pouvez le voir, notre drone emporte 5 éléments importants. Au centre, nous avons un Arduino qui s'occupera de la partie bas niveau de son intelligence. Il connectera les différents capteurs et fera éventuellement un pré-traitement de l'information. Nous avons un Raspberry Pi qui lui s'occupera de la partie haut niveau. Il gérera la navigation. Nous avons également un module XBee qui permettra la communication entre les différents drones de l'essaim, jusqu'à 64 000 drones dans un essaim. Enfin, nous avons des modules ultrasonores pour gérer les obstacles dans la partie émergée, et nous avons un module GPS pour pouvoir suivre une trajectoire et faire un top d'horloge pour synchroniser l'ensemble des drones. Nous avons donc vu que notre drone est capable de traiter des informations, il est capable de communiquer, de suivre une trajectoire GPS et même d'éviter des obstacles. Dans un essaim, il est aussi très important pour chacun des drones de savoir se situer par rapport aux drones qui l'entourent. Et donc pour cela, nous avons conçu ce qu'on appelle le bulbe. C'est l'élément que l'on voit ici en surbrillance. Donc c'est en réalité un sonar, donc dans lequel on va trouver plusieurs microphones, plusieurs hydrophones, excusez-moi, qui vont permettre de capter les drones voisins et les signaux sonores qui sont émis sur 360 degrés. Ce système électronique est plongé dans un fluide isolant comme de l'huile ou de l'essence qui va permettre de protéger notre carte électronique de l'eau de mer. Et les matériaux qui sont utilisés pour notre bulbe sont des matériaux acoustiquement transparents, c'est-à-dire qu'ils évitent tout phénomène de diffraction des ondes sonores, donc perçues dans le bulbe. Et enfin, concernant l'émission des ondes sonores, elle est faite par vibreur, donc par vibration. Donc chacun des drones sera équipé d'un vibreur de type smartphone ou manette de jeu, qui sera fermement fixé à la coque, qui elle fera office de caisse de résonance. C'est donc grâce à cette technologie que chacun des drones sera en capacité de connaître la position et la distance des drones qui l'entourent. Vous l'aurez peut-être remarqué, devant nous, il y a une boîte. Et dans cette boîte, il y a le concept de notre drone. Et on espère que ce concept verra le jour. Merci à tous pour votre écoute. Merci, parfaitement dans le temps. Vous nous montrez pas ce qu'il y a dans la boîte ? Comment ? Vous nous montrez pas ce qu'il y a dans la boîte ? C'est conceptuel. Si ça vous intéresse. Alors, messieurs du jury, des questions ? Oui. Oui, merci. J'ai toujours la même question sur la discrimination des différents robots. Si vous avez 5-6 voisins, comment est-ce que vous le discriminez avec le type de technologie que vous avez Alors, en fait, le bulbe, il permet de détecter les plus proches voisins. Donc, en fait, en fonction de la puissance d'émission du vibreur, le bulbe il va détecter ses voisins et on va juste retenir les plus grosses, les amplitudes de signal les plus importantes. Donc, on pourra détecter, admettons, les 4 voisins les plus proches. Et c'est grâce au XBee et au Raspberry qu'on saura quel voisin c'est, en l'occurrence. Vous pouvez préciser la question ? Quand il y a trop de signaux, justement, qu'est-ce que vous faites pour les filtrer ? On prévoit la mise en place de filtres au niveau de la carte électronique qui permet de connecter les différents capteurs. Voilà. D'autres questions ? Pas de questions. Vous avez été complet, messieurs. Bravo, merci. Vous ouvrez pas la boîte, vraiment ? Bon, il n'y a rien dedans. Dedans, il y a le concept de notre drone. C'est bon.
Il y a le dossier. C'est Voilà. une image. Il vient avec le dossier. Merci beaucoup. Et donc, nous allons rejoindre, alors c'est de nouveau en visioconférence, hein, notre dernier participant de ce challenge essaim de drone. C'est le projet Copadia, qui est représenté par Thierry Grousset, Hervé Deforge et Corentin Géga, qui sont entrepreneurs. On a Corentin en liaison. Bonjour Corentin. Bonjour à Est-ce que tous. vous nous entendez? Voilà, on vous Tout à entend fait, également. je vous entends très bien. Est-ce Je vous que partage votre l'écran. présentation est calée au niveau de la régie? J'envoie mon écran, normalement ça devrait être bon. D'accord, vous partagez votre écran et on va pouvoir, nous aussi, dans la salle où nous nous trouvons, voilà, c'est parfait. Donc, si vous êtes prêt, Corentin, on déclenche le chrono. Vous êtes prêt? C'est parti. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Corentin Géga, je viens d'arriver à Copadia après 3 ans d'école d'ingénieur en formation robotique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les grandes lignes du concept développé par Copadia pour le concours Swarm. Le concours Swarm, Copadia, c'est une société qui a été créée en 2017 qui a pour objectif de développer des solutions autonomes et collaboratives. Donc, elle propose des services en ingénierie et en inspection subaquatique. L'ingénierie permet de développer des technologies qui répondent à des besoins et des projets clients, et les retours terrain en inspection permettent d'améliorer les solutions proposées. Pour cela, Copadia possède une équipe de jeunes cumulant des compétences dans de nombreux domaines, tels que la mécanique, l'électronique ou la robotique. Lorsqu'on cherche à développer un essaim de drone, comme pour le projet Swarm, on veut éviter des solutions trop complexes. Ici, l'objectif, c'est bien de construire un robot ayant des caractéristiques suivantes. Capable de se déplacer sur l'eau à plusieurs, facilement programmable et intégrable, un drone peu cher pour pouvoir le dupliquer, et un volume restreint. Et c'est là que vous me demandez, mais qu'y a-t-il dans la boîte à chaussures présentée par Copadia? Dans cette boîte à chaussures, voici ce qu'on a fait. On a une solution d'abord mécanique qui se porte sur une architecture qui a fait ses preuves. Un porteur en monocoque, avec donc une coque et une quille pour une grande stabilité, et un propulseur avec un moteur et une hélice montée sur pod pour une grande maniabilité. Ensuite, le mot d'ordre, au niveau de l'intelligence, c'était de construire quelque chose de souple et de modulaire. Donc une localisation qui est relative par caméra et QR code. La caméra va détecter les différentes caméras vont détecter les autres robots dans son alentour, et avec le QR code, on va pouvoir obtenir une information de distance, mais aussi savoir qui est à côté de nous. Donc ça c'est la localisation, et au niveau de la communication, on a exactement la même chose. On peut avoir une communication Wi-Fi pour avoir des informations qui remontent sur un opérateur, pour vérifier que tout se passe bien. Et pour les communications interdrones, on a une communication Bluetooth pour échanger des messages avec ses proches voisins. Cette proposition de Copadia, elle répond à plusieurs critères. Le premier, c'est qu'elle est industrialisable. C'est une solution qui est simple et efficace avec des composants standards du marché. Elle est aussi low cost. Le chiffrage rentre dans l'enveloppe de 200 € et vous avez le descriptif dans le rapport composant. Elle est autonome dans les deux sens du terme, autonome énergétiquement. Sa mission est estimée à environ un peu plus de 2 heures d'autonomie. Et elle est autonome en termes de navigation. Il n'y a pas besoin d'avoir un opérateur qui le pilote. C'est une solution qui est intelligente. Tout est pensé comme un système ouvert. Donc, le hardware, c'est une carte Raspberry sur laquelle on va venir brancher les différents composants. Donc, les composants, ils vont discuter par l'intermédiaire d'un middleware, donc Sonos ou Swaros. Le but, c'est vraiment de simplifier et de développer les algorithmes collaboratifs et les algorithmes de navigation en ligne pour que les opérations soient facilitées. Et à la fin, il est bien sûr évolutif. Le positionnement relatif et absolu, ça ouvre la porte à la multiplication et à l'utilisation de divers algorithmes de navigation en ligne. Ces problématiques de mode qui sont au cœur de la vision technologique de Copadia, eh bien, elles mènent à des applications diverses telles que la détection de zones, d'objets d'intérêt. Plus on a des zones grandes, plus on peut rajouter des drones. Ça mène aussi à l'exploration en mer, ou à faire de la bathymétrie rapide, ou alors de la navigation basée sur la nivellation du terrain. Ces applications, elles peuvent être dans le domaine du civil ou de la défense. Copadia, elle répond complètement aux attentes du concours avec une solution qui est simple, ouverte et frugale. Et bien sûr, adaptée à un projet d'essaim de robot. Swarm et Copadia
c'est la réunion entre deux océans bleus, l'un sous l'eau et l'autre sur l'eau. Merci de votre attention, et si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup, Corentin. Dans la présentation, dans le temps imparti, et bien évidemment, je suppose qu'il y aura des questions. Oui, bonjour. J'ai une question qui concerne en fait le niveau de luminosité minimale dont vous avez besoin pour l'identification des voisins. Des QR codes par la caméra. Oui. Forcément, au niveau de la détection caméra QR code, plus on se rapproche, plus les voisins seront proches, mieux on aura de chances de détecter. Et en termes de luminosité, il faudrait... normalement, ça marche très bien. On a fait des tests ici dans notre atelier. Et même quand c'est un peu sombre, ça marche. Mais s'il y a vraiment un temps qui est très très foncé, ça dégradera un petit peu les performances de la détection. C'est pour ça qu'on a aussi de la communication via Bluetooth pour, par exemple, partager des informations de positionnement acquises par GPS. D'autres questions? Bonjour, il m'a semblé lire dans votre dossier que vous utilisez peut-être des technologies propriétaires peut-être au niveau des algorithmes. Est-ce que c'est le cas ou pas? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose que vous partageriez à la communauté Swarms? Alors, en termes d'algorithmes, on n'a pas développé des algorithmes pour le projet Swarm. On a voulu penser ce projet comme une plateforme justement ouverte au développement. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'utiliser un middleware et de pouvoir construire des algorithmes dessus. Le but, c'est de développer ensemble des algorithmes pour de la navigation en neutre ou en essaim. Ici, une autre question. Merci beaucoup, Corentin. Merci pour à vous. la présentation de votre projet. On peut l'applaudir. Et c'était le dernier projet qui nous était présenté aujourd'hui. On va laisser le jury tranquille dans cette salle. Ils vont pouvoir délibérer. On va se retrouver tous en bas. Et on se retrouve surtout à 17h, 17h10 en fonction du temps de délibération du jury, mais ce sont des rapides. On fera la remise des prix de ce premier challenge essaim de drone. Allez, à tout à l'heure, je rends l'antenne. Et Fed, c'est à toi, en bas.